Allez, bonjour à tous et bienvenue sur Unifoot TV en compagnie de Coach Larage. Coach Larage, pour nous servir, c'est ça? Et pour vous instruire. Voilà, c'est ça. Alors on est là pour cette nouvelle séquence sur la chaîne Unifoot TV pour un jour une légende. Un jour une légende. Et ça fait énormément plaisir de faire cette séquence avec toi. Franchement, moi ça me fait du bien, du plaisir, de tout. T'es l'historien du football. Un petit peu quand même, hein. Je veux un petit peu me la raconter. Un petit peu. Aujourd'hui, de quel joueur tu vas nous parler? On va parler de Roberto Baggio. Ah oui. Qu'est-ce que tu ressens quand on te parle de Roberto Baggio? La classe et la poésie. C'est plus que de l'élégance, c'est pour ça que en Italie ils ont donné un nom à ces joueurs-là. Les fous, les classes, les grands parmi les grands. Roberto Baggio, en fait, il est d'une fratrie de 9 enfants, dont un certain frère qui s'appelle Eddie Baggio, qui a été joueur professionnel. Et en D2, enfin, il n'a jamais goûté à la série A. Il a fait que de la D2, son frère. Il a fait que de la D2. Il se ressemble un petit peu, mais pas trop. Baggio, Roberto est plus beau gosse. Et son père, en fait, il était fan de cyclisme. Et il voulait que ses enfants soient cyclistes, tout simplement. C'est pour ça qu'il a appelé Eddie Baggio pour la fameuse légende Eddy Merckx, une légende du cyclisme. Mais bon, comme ils étaient mordus de ballon, les deux garçons ont fait du foot. Et il y en a un qui a eu plus un chemin, on va dire, de prodige, puisque c'était Roberto Baggio. Et Roberto Baggio est rentré par le centre de formation de Vicenza. C'est une ville dans leur région à eux, c'est ce qu'on appelle la Vénétie. Et en fait, tout se passe bien. Hein. Il est formé là-bas, il a des bons résultats, il joue bien au foot. Donc Roberto Baggio, en fait, il aime le football grâce à son frère. Grâce à eux-mêmes, je dirais. Hein. C'est eux deux. Donc vu que le père était… le père n'était pas du tout dans le football. C'est grâce à son petit frère. C'est eux deux qui ont commencé à jouer dans les garages. Mais ça veut dire qu'en fait, ils ont percé dans le football ensemble, en fait. Ouais, quasiment ensemble. Il y a combien d'écart? Son petit frère, il a réussi. Roberto est né en 67 et je crois que Eddie Baggio est né en 73 ou 74. Ils ont une grosse différence d'âge. Il était pro avant lui? Bah oui, forcément. Baggio était Roberto. Donc c'est son grand frère alors, Eddie Baggio? Non, Eddie Baggio c'est le petit frère. D'accord. Eddie, il est né en 74 et Robbie est né en 67. D'accord, ok, d'accord. Et en fait, influencé par son grand frère Roberto, lui il a été formé aussi à la Vicenza. Et Roberto Baggio, lui, ça a été plutôt une formation linéaire, on va dire. Plus ou moins de bons résultats, plus ou moins de bons matchs. Il commençait à se faire connaître dans son petit milieu, dans sa petite région. C'était une petite coqueluche. Hein. Et vient une grosse blessure, une très grosse blessure. Donc jeune quoi. Très jeune. Une grosse blessure, c'est-à-dire rupture des ligaments croisés avec le ménisque touché. Ce qu'on ne sait pas, c'est que ça va le suivre toute sa carrière. D'accord. Et après cette blessure-là, bon, il se remet. Et à la surprise générale, il est transféré à la Fiorentina. Il se blesse, mais quand même la Fiorentina veut quand même ce joueur. Oui. En estimant qu'ils vont le guérir là-bas, il va se guérir avec eux. Il est déjà un petit peu guéri avant. Mais c'est vrai qu'il va guérir entre-temps avec la Fiorentina. Mais la Fiorentina mise sur lui quand même. Parce qu'il pense que c'est un gros potentiel. Et à la Fiorentina, ça va être une vraie révélation parce qu'on tombe au milieu des années 80. Dans les années 80, il y a Michel Platini avec la Juve. Il y a Diego Maradona
avec Naples. Il y a le Milan qui n'était pas encore le Milan de Van Basten, Gullit, Rijkaard, mais c'était quand même un Milan en devenir. Et en fait, à la Fiorentina, c'est là où il va exploser en tant que jeune. Pour te dire, hein, il joue de 85 à 90. Il marque, je crois, plus de 100 buts, un truc comme ça. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a un but qui va lui donner énormément de buzz. C'est un but un but contre le Napoli de Maradona, où il fait une traversée, il dribble tout le monde, après il dribble le gardien en crochet, parce que le crochet c'était aussi un peu sa marque de fabrique, et qui met dans le but vite, ça fait le tour du monde. C'est ça qui lance vraiment, c'est limite sa carrière. Donc ça veut dire qu'il est blessé. C'est là où le monde entier connaît Baggio en fait. Connaît Roberto Baggio. C'est parce qu'à l'époque il n'y avait pas internet. Et à chaque fois quand on disait bah tiens il y a ce but qui fait le tour du monde, il faisait vraiment le tour du monde. Et le délire c'est que par ses bonnes performances à la Fiorentina, il est sélectionné à la fin des années 80 en équipe d'Italie. Hein, parce qu'en équipe d'Italie à l'époque. Donc 5 ans à la Fiorentina et à la fin, il y a 5 ans, il arrive. 5 ans, c'est de 85 jusqu'à 90. D'accord. Et en fait, il va être sélectionné en équipe d'Italie pour la fameuse Coupe du Monde en Italie, chez lui. D'accord. Et en fait, vient un événement, son transfert à la surprise générale entre la Fiorentina et la Juventus. Donc ça s'est fait pendant la Ça s'est fait, alors je ne sais pas si ça s'est fait avant la Coupe du Monde ou après la Coupe du Monde. D'accord. Après on va parler de la Coupe du Monde, comment il l'a vécu, mais ce transfert-là de la Fiorentina à la Juve, ça a fait des émeutes, des manifestations, la ville de Florence mise à sac juste pour un transfert. Donc la Fiorentina, ils étaient vraiment contre que le départ de Roberto Baggio. Totalement. C'est pour ça qu'ils ont... Il y avait l'argent aussi, la Juventus, c'était Agnelli, c'était docteur l'avocato, il avait beaucoup de moyens, c'est ça. Et ce qui se passe, c'est qu'il part en Coupe du Monde. Et en Coupe du Monde, bon, à l'époque, le duo d'attaque en Coupe du Monde, c'était Vialli et Toto Schillaci. D'accord. Donc il était un peu barré, la route était un petit peu barrée par ces deux joueurs-là. Mais il arrive quand même à briller dans cette Coupe du Monde-là. Et dans cette Coupe du Monde, il y a un fameux but qui fait aussi le tour du monde. Et ce but-là, c'est un but phénoménal. C'est le but face à la Tchécoslovaquie. Giannini. The ball pushed up for offside, the Czechs. Schillaci is in an offside position if it's delivered to him yet. But still, Baggio. Oh yes. Oh yes. Oh yes. What a goal by Baggio! The goal. La Coupe du Monde, enfin l'Italie se fait éliminer en demi-finale par l'équipe de Maradona au penalty. Il joue le troisième match face à l'Angleterre où il brille de fou. Et après cette Coupe du Monde-là, bon, l'Italie est à la troisième place. Tout le monde voyait l'Italie gagner parce qu'ils étaient chez eux. Puis après cette Coupe du Monde-là, Baggio part à la Juve. D'accord. Alors il se passe un truc avec la Juve parce qu'en fait je crois qu'ils sont en super coupe ou en finale de Coupe d'Italie contre la Fiorentina. Et contre la Fiorentina, il y a un penalty et Baggio ne le tire pas en fait. D'accord. Okay. Par respect aux supporters italiens. Donc les tifosi juventino l'ont traité de traître. Parce que Baggio c'est un sentimental. Il n'aime pas faire du mal aux gens. Donc il ne voulait pas vraiment blesser les supporters de la Fiorentina, déjà qu'il les a blessés par son transfert, donc il ne voulait pas en rajouter. Sa carrière à la Juve va exploser. La Juventus, c'est de 90 à 95. Alors la Juventus, ils étaient en concurrence avec le Milan, mais le Milan AC, là on est tombé sur le Milan AC d'Arrigo Sacchi, après de Capello. Hein. Mais la Juventus, c'était la Juventus de Trapattoni. Et elle voulait revenir au premier plan sur la scène du calcio. La calcio, pardon, désolé. Et donc ils ont misé sur Roberto Baggio, il fallait un prodige. Et c'était Roberto Baggio. La Juve a misé sur Roberto Baggio. A misé sur Roberto Baggio. Bon, à l'époque, il y avait Gianluca Vialli, Massimo Carrera, il y avait Ravanelli en devenir, et un peu plus tard Alessandro Del Piero. Et en fait, c'est là où en fait, la carrière de Roberto Baggio explose, mais littéralement. Donc là, c'est l'heure de gloire limite. Le moment de Baggio, ça se fait à la Juve. Ça se fait à la Juve. Pas la Fio. Ça se fait vraiment à la Juve. Et en fait, la première saison 90-91 se passe plutôt bien. Saison 91-92 mieux, largement mieux. Il marque des buts, il en marque même beaucoup. Mais c'est surtout la saison 92-93. La saison 92-93 où vraiment c'est en Coupe de l'UEFA.
Parce que la Coupe de l'UEFA, il faut savoir qu'à l'époque, la Coupe de l'UEFA, c'était au même niveau que la Ligue des Champions, oui, pratiquement. Okay. C'était parce qu'en Ligue des Champions, tu avais le droit à un participant du fait qu'il soit champion, et tout le reste en Coupe de l'UEFA. Donc il y avait vraiment des calibres. Donc il y avait vraiment une concurrence. Et le délire, c'est que en fait, dans cette Coupe de l'UEFA, il tombe contre le Paris Saint-Germain. Et c'est là où la France le découvre, c'est qu'il élimine à lui tout seul le Paris Saint-Germain. D'accord. Punta l'avversario, da Ravanelli, fuori per Baggio, gol! Roberto Baggio riporta in parità la... Baggio sì, gol della Juve, 2. Paris Saint-Germain, de Weah, de Valdo. Et ce qui se passe, c'est qu'au match retour, on pensait que Paris allait se qualifier parce qu'ils avaient gagné, ils avaient perdu que 2-1. Et derrière, il en remet une tonne et il marque encore un but et qui qualifie la Juve pour la finale contre Dortmund. Et contre Dortmund, les 2 matchs, il les a laminés. D'accord. C'est-à-dire aller-retour là-bas en Allemagne et en Italie. Et par cette saison-là, il gagne son premier ballon d'or, enfin son premier et dernier ballon d'or. Donc il gagne son ballon d'or à la Juventus. Voilà. Et ballon d'or France Football, où il est déclaré à l'époque meilleur joueur du monde. Bon, à l'époque, les meilleurs joueurs, c'était Bergkamp, c'était Eric Cantona. C'était vraiment les stars du football à l'époque. Et Baggio, voilà, c'était mérité. Et s'ensuit en fait la saison 93-94, où c'était plutôt pas mal aussi. Ils étaient toujours en Coupe de l'UEFA parce que le Milan arrivait tout le temps champion à l'époque. Ils étaient vraiment très forts. Vraiment très forts. Et ce qui se passe, c'est que Coupe de l'UEFA, pareil, ils partent jusqu'en finale. Et en finale, ils tombent contre Parme. Parme, match aller-retour. Et en fait, ils se font battre par Parme sur l'aller et sur le retour. Puis Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde 94, c'est une Coupe du Monde assez bizarre quand même. Parce qu'en fait, les premiers matchs de poule ont été assez poussifs. Il y a le premier match contre l'Irlande où vraiment l'Italie ne brille pas, Baggio ne brille pas. D'accord. Donc ils se font battre 1-0. Et deuxième match, ils jouent contre la Norvège, c'est Dino Baggio qui ouvre le score. Mais entre-temps, Pagliuca se fait expulser. D'accord. Arrigo Sacchi qui était en conflit un petit peu sournoisement avec Baggio. Décide de le remplacer. Ils étaient en conflit les deux. Voilà, fallait qu'il y ait, comme tu me disais, il fallait qu'il y en a qu'un qui brille plus que l'autre. Voilà, et comme Arrigo Sacchi, c'est the entraîneur, c'est maestro, c'est celui qui a créé ce qu'on appelle la défense en zone, enfin le marquage en zone. Et Baggio ne faisait un peu de l'ombre à Arrigo Sacchi. Donc décide de le remplacer. Et on le voit tu le vois dans son visage qu'il est pas content. Il est prêt à tout casser, mais bon, par son comportement et par sa classe, il ne dit rien. Donc troisième match contre le Mexique, où il ne fait pas un mauvais match, mais ça se termine par un partout, but de Massaro, but de Bernal. Et c'est à partir des huitièmes de finale où vraiment tout va s'enclencher. Après, il lui fait confiance aussi. Non, c'est quart de finale, où tout va s'enclencher, c'est face à l'Espagne. Et face à l'Espagne, il va faire un match de fou, vraiment un match de fou, où vers les dernières minutes, il part tout seul au but sur une passe de son meilleur pote Beppe Signori. Il crochette Zubizarreta et il le met dans le but vide. Et c'est là où tout le monde voit la phase où il se relève en galipette et qui regarde le public en mode. Je me souviens de ça. Et il avait fait un match, vraiment c'était un récital. C'était à Boston, c'était sous la pluie, je m'en souviens. Et le match d'après, contre la Bulgarie. Roberto Baggio chega com perigo, pé direito de curva. Gol! Preferiu tocar de lado, apostou de novo no Albertini, mas é Baggio que recebe e vira para marcar. Gol! Et en fait, à la fin de ce match de la Bulgarie, il se blesse aux ischios. D'accord. Donc premier tournant pour cette finale. Tout le monde pensait qu'il n'allait pas faire la finale, donc il a fait quand même un petit peu blessé. Bon, tout le monde s'en souvient, enfin ceux de ma génération s'en souviennent de cette finale 94 face au Brésil, où vraiment c'était un match vraiment très défensif d'un côté comme de l'autre, surtout du côté italien, puisque c'est Baresi qui avait brillé ce jour-là, je me rappelle. Et en fait, ça s'est terminé au pénalty. La suite, tout le monde la connaît. Brazilian simply has to score himself and Brazil win the World Cup. So the pendulum has swung wildly against Italy now. Roberto Baggio, the saviour of Italy throughout this tournament. He's missed it, and Brazil win the World Cup.
rooted to the spot, has hardly moved. Il met le penalty en l'air. Ouais. Donc derrière. Bah, c'est vrai que c'est l'image un peu qu'on retient un peu de Baggio, surtout nous quoi. Exactement. Derrière, grosse dépression. Grosse dépression. Donc longue traversée du désert, hein. Derrière, voilà, il est transféré pour 75 millions d'euros en 1995. Enfin, l'année 94-95 pour Baggio à la Juve, c'était une bonne saison puisqu'ils sont devenus champions. Mais derrière, l'été 95, bon, il était sorti de l'équipe d'Italie. Arrigo Sacchi n'en voulait plus. Ouais. Et à l'été 95, il est transféré pour 75 millions d'euros au Milan AC avec Georges Weah pour 47 lui. Ouais, d'accord. Et Berlusconi voulait faire une grosse équipe, pas forcément mettre Baggio. Ça tourne autour de ces deux joueurs-là. Voilà. Il y avait déjà une équipe derrière. C'est dû aussi que du fait qu'il était un petit peu poussé par la sortie, par l'avènement de Del Piero. Donc il fallait faire de la place à Del Piero et ça tombait bien de le vendre au Milan puisqu'ils étaient plus, ils avaient le cash. Donc saison 95-96 qui se passe plutôt bien pour Baggio au Milan. Il devient champion avec le Milan. Sauf qu'il n'ira pas l'Euro. Arrigo Sacchi fait confiance à Del Piero pour l'Euro. C'est-à-dire qu'il se fait dégager de la Juve pour Del Piero et l'Italie pour Del Piero. Mais entre Del Piero et Baggio, ça a toujours été. Ils s'entendent bien ces deux joueurs. Ils s'entendent très bien, marrant, même encore aujourd'hui. Hein. Ils s'aiment beaucoup parce que quelque part ils sont un petit peu jumeaux. C'est un peu Del Piero qui a pris comme modèle Baggio. C'est ça, mais c'est même des jumeaux. Je sais pas si tu te souviens, quand on jouait à PES à l'époque, ils avaient les mêmes statistiques. D'accord, ok. Donc Baggio et Del Piero, c'est un peu la même. Donc il n'y va pas à l'Euro. Bon, résultat des courses, l'Italie se fait sortir du premier tour à l'Euro. Donc c'est Baggio qui a eu raison. Saison 96-97 se passe pas vraiment bien. Il y a un turnover, il y a même Dugarry qui joue là-bas aussi. Et donc c'est pas une saison bonne puisqu'en fait à l'époque il y avait Zidane à la Juve qui écrasait tout sur son passage. Et c'était pas une bonne saison. Arrigo Sacchi revient au Milan, donc Baggio qui est relégué sur le banc des remplaçants. Et en fait ils sont vraiment en conflit ouvert. Et en fait ce qui se passe c'est qu'il fallait trouver une solution et à l'été 97 Baggio est transféré à Bologne. D'accord. Ouais. Dans l'unique but de retrouver l'équipe d'Italie. D'accord. L'équipe d'Italie et faire une bonne saison et marquer beaucoup de buts. Sa saison avec Bologne se passe énormément bien, très très bien même. Il marque plus de 20 buts, il est en concurrence avec Ronaldo en tant que meilleur buteur avec l'Inter, enfin le Ronaldo de l'Inter de Milan. Mais il n'est toujours pas sélectionné. Et le sélectionneur à l'époque c'était Cesare Maldini. D'accord. Le père de Paolo Maldini. Et Cesare Maldini, ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il supervisait Marco Simone et Ravanelli en France. Marco Simone qui était à Paris, Ravanelli qui était à Marseille. Et il essayait de trouver une dernière place pour pallier Del Piero et Vieri, qui étaient les deux inamovibles en équipe d'Italie. Et il cherchait encore un troisième attaquant performant. Cesare Maldini est venu voir lors d'un PSGOM Ravanelli et Simone, mais les deux ne leur a pas plu. D'accord. Okay. Donc à la surprise générale, quand il y a eu la liste des 22, c'était pas les 23 à l'époque, les 22, les 26. La surprise générale, les 26 maintenant aujourd'hui, Covid, oui. Aïe. Et à la surprise générale, Roberto Baggio est sélectionné. D'accord. Et même lui, il s'y attendait pas à ça. Il s'y attendait, mais pas du tout. D'accord. Donc super content, France, tout ça, Coupe du Monde 98, bon bref. Et il fait plutôt une bonne Coupe du Monde, il joue le premier match contre le Chili. Et contre le Chili, il y a un penalty. D'accord. Il n'ose pas trop le tirer parce qu'il y avait encore le spectre. Ouais. Mais les Cannavaro, les Maldini sont partis le voir. Ils ont dit maintenant tu le tires pour laver la fronde 94. D'accord, ok. Donc il le tire, petit filet sur le but de Nelson Tapia. C'était à Bordeaux, je m'en rappelle. Et il y a eu deux partout. Après le deuxième match, il a joué contre le Cameroun titulaire. Parce qu'en fait, à l'époque, Del Piero, après sa finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, il s'est légèrement blessé. D'accord. Okay. Donc le temps qu'il récupère tout ça. Et le troisième match face à l'Autriche, il ne joue pas, mais il rentre et il met un but au Stade de France. 8e de finale, je crois que c'est contre la Norvège, je ne m'en souviens plus ce qui s'est passé. Je pense qu'il n'a pas joué ce jour-là. Et quart de finale face à la France, tout le monde s'en souvient. Bon, c'est terminé au pénalty, victoire de la France au pénalty, mais tout le monde s'en souvient qu'en fait l'élimination de la France, c'est joué à ça. D'accord, oui, d'accord. Baggio fait ça. Parce qu'il y a un long ballon, je ne sais plus de qui, peut-être de Maldini, je ne m'en souviens plus de qui. Et en fait, il est aux abords, il est à l'entrée de la surface, il met une reprise et qui frôle la lucarne de Barthez. Barthez était battu. Donc ça s'est joué vraiment à quelques centimètres. L'Italie éliminée. Après la Coupe du Monde,
transfert à l'Inter. Parce qu'il y a un truc que pas beaucoup de gens ne savent, c'est que Baggio a toujours été supporter de l'Inter depuis sa tendre enfance. D'accord. Il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Et donc Massimo Moratti voulait faire un duo Ronaldo-Baggio. Ah oui, ça aurait été. Ça, c'est. Alors quelque chose. C'est quelque chose. Donc, et Ronaldo lui donne son numéro 10. Ronaldo reprend le numéro 9 et Zamorano, qui était numéro 9, prend le 18, le fameux 1+8. Ah ok, d'accord. Bah, la saison, elle s'est pas passée comme prévu. Elle s'est pas passée comme prévu et c'était plus ou moins une bonne saison, mais c'était pas trop ça. Puis la saison 98-99, Christian Vieri vient à l'Inter, donc il y a moins de place. Marcelo Lippi vient à l'Inter et en fait le relègue au banc des remplaçants. Donc quand il fait des petits bribes de match, des bons matchs en plus, où il marque un but contre l'AS Roma sur un petit lob. Ce qui se passe, c'est que à la fin de cette saison 99-2000, il y a une fameuse double confrontation. Baggio voulait quand même aller à l'Euro 2000, mais bon, il y avait déjà Totti, Del Piero, tout ça, Del Vecchio, mais il y a eu une double confrontation contre Parme, et c'était une double confrontation pour aller en Ligue des Champions. D'accord. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, Baggio fait un match de malade, où il met un premier but sur Buffon, une reprise de volée, et il met un second but, un coup franc en pleine lucarne à Buffon. Et à lui tout seul qualifie l'Inter pour la Ligue des Champions. Lui il pensait qu'avec ça allait être suffisant, parce que peut-être qu'il se disait qu'il allait peut-être aller à l'Euro, mais au final, résultat de course, Dino Zoff l'a pas sélectionné. D'accord. Donc petite déception. D'accord, ok. Même gros, je pense pour. Ouais. Et comme il avait signé un contrat de 2 ans avec l'Inter, c'était fin de contrat avec l'Inter, il avait déjà 33 ans. Et qu'est-ce qui se passe? Un certain Carlo Mazzone l'appelle. Carlo Mazzone, c'est un vieux briscard. Il aime Baggio comme son fils. Il est parti le voir et il lui a dit voilà, je veux remettre le Baggio de la Juventus, mais à la Brescia. Je veux que tu sois la pierre angulaire de cette équipe-là et on va jouer pour toi. Et tu seras mon capitaine et tu seras mon numéro 10. Brescia en plus, c'était une équipe qui jouait le maintien. C'était une équipe qui jouait tout le temps le maintien et qui, à chaque fois quand il jouait le maintien, il redescendait. D'accord, ouais. Et donc il l'appelle et il signe sur le champ. Il n'a pas cherché à comprendre. Il voulait jouer lui. Il voulait jouer, il voulait être aimé. Baggio a besoin d'affection, a besoin de reconnaissance, d'affection. Il veut se sentir aimé en fait. Et ce qui se passe, c'est que ça se passe plutôt bien. Allez, la Brescia est dans le ventre mou du classement, mais ça leur permet aussi de se qualifier pour à l'époque la Coupe Intertoto. D'accord, oui, d'accord, ok. La Coupe Intertoto, et cette Coupe Intertoto, la deuxième année, la saison 2001-2002, il tombe contre le Paris Saint-Germain de Luis Fernandez. D'accord, ok. Que Luis Fernandez élimine. C'était une histoire de projecteur en fait. C'est qu'il y avait un but d'Aloisio, égalisation de Baggio sur penalty, et après les projecteurs se sont éteints. Luis Fernandez il a décampé, il a dit c'est pas mon problème, on se casse, et en fait c'est comme ça que Brescia se sont fait éliminer. D'accord, ok. Donc, mais ils ont fait quand même des bonnes saisons. La lumière, quoi. Exactement, et ils jouent la saison 2001-2002 plutôt bien. Et il reçoit un appel de Trapattoni, et ils ont même rendez-vous, et Trapattoni lui signifie même à 34 ans, à 35 ans même, que s'il joue bien, il sera de la partie à la Coupe du Monde en Asie, Japon et Corée. Sauf qu'entre-temps, Baggio se fait sa grosse blessure qu'il a eue à la Vicenza, sa grosse blessure. Et les ligaments, quoi. Les ligaments croisés. C'était sur un match, ça s'est passé? C'était sur un match, ouais. Il s'est effondré, il était par terre, civière, bon bref, en train de pleurer. Et ce qui se passe, c'est que
il aura une récupération phénoménale. Il récupère de sa blessure en 70 jours, 60 jours en 75 jours. D'accord. Du jamais vu. Énorme, et surtout pour un homme de ce âge-là. Parce qu'il était tellement motivé de pouvoir. C'est sa force mentale, il avait vraiment une vraie force mentale en fait. De fou. Surtout qu'en fait, Baggio au Japon est une très très grande star. Encore plus que Beckham, encore plus que. À la limite, c'est presque comme Nakata ou Kazuyo Shimura. Et il revient à temps, il fait quelques matchs, même avant d'aller en Coupe du Monde, il marque des buts. Mais Trapattoni lui a fait un enfant dans le dos. Bah après, il ne le prend pas parce que peut-être qu'il est blessé aussi. Et il estimait qu'il n'était pas. Dans ce cas-là, tu parles pas, mon cher chef. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Tu parles pas. Donc lui, il pensait qu'il allait être pris. Il l'a même appelé, même. Il a dit qu'est-ce que tu es en train de me faire? Il a dit ouais, tu sais, désolé, voilà, Del Piero, Totti, nanani, nanana. Ok, ouais. Il n'y avait pas de place pour toi. Quoi. Pas de place pour toi. C'est vrai que quand tu vois l'équipe de 2002, tu flippes quand même. Ouais. Donc grosse déception, même dépression. Enfin, grosse déprime, on va dire. Donc il continue après 2002, il fait une bonne saison 2002-2003. 2002-2003, on se dit qu'il va arrêter, mais en fait non, parce qu'en fait entre-temps Guardiola vient, Di Biagio vient. Oui, ok, oui. Ouais. Donc il fait une dernière pige et il fait plutôt une bonne saison 2003-2004 qui sera la dernière. Et vient le fameux match du... je sais pas si tu pourras zoomer là. Tu vas zoom. Brescia. Du fameux 16-05 2004, le fameux Milan-Brescia, où histoire de clore sa carrière, la termine à San Siro avec le grand Milan, le Milan de 2004, le fameux Milan de Maldini, des Kaká, des Serginho, tout ça. Mais c'était plus Arrigo Sacchi, si c'était Arrigo Sacchi. Non, c'était Carlo Ancelotti à l'époque, l'entraîneur du Milan, avec Shevchenko. Et ce qui se passe, c'est qu'il fait un dernier match là-bas et tu as toute l'ovation du public de San Siro qui scande son nom, qui voit en fait que là, on a affaire au clap de fin du plus grand joueur de tous les temps italien. Et ça, c'est tout le monde qui le dit, c'est pas moi, hein, c'est tous les Italiens qui le disent. Donc tout le monde l'applaudit, tout le monde lui tape dans la main. Avant de quitter le terrain, il enlève son brassard, il va voir Maldini, parce que Maldini c'était son meilleur pote en équipe d'Italie. Okay. Donc il l'embrasse et tu vois Maldini qui est un peu ému, et qui salue le public, tout ça, et qui se fait taper la main par tous les entraîneurs. Et tout le monde applaudit et que tu vois qu'en fait, voilà, tu sais, c'est là que on voit la fin. C'est la fin. Je te le dis avec de l'émotion, mon pote. Et puis voilà, il termine sa carrière à San Siro. Et après sa carrière, en fait, l'après-carrière de Baggio, il se passe pas grand-chose. Hein. Il a jamais voulu être entraîneur. On le voit dans des matchs de charité, on le voit faire le tour du monde pour telle association, ceci, cela. Mais comme une impression de mettre fin à sa carrière de foot et même au football tout court. Il a eu plus ou moins un poste au sein de la fédération italienne, mais sans plus. C'est comme si je te disais que voilà, Baggio et le foot, c'est vraiment terminé. Il le regarde peut-être à la télé, mais c'est tout. Et je ne sais pas si tu as vu la dernière fois, la seule fois où il est sorti du silence, c'était pour dire aux consultants ex-joueurs de foot, arrêtez de les critiquer. On dirait que vous êtes sur le terrain alors que vous savez très bien que… C'est vrai que c'est quelqu'un de discret quand même. Très discret. Baggio, c'est un peu comme Zidane en France. C'est ça. Oui, c'est vrai. Il est très aimé, mais très discret. C'est for the class, quoi. Donc, mais il y a eu quand même un effet Baggio puisque ça a influencé beaucoup de joueurs derrière. Alors il a influencé Del Piero, celui qui était là en formation avec lui. Il a influencé Totti, qui était à Rome. Il a influencé en parallèle Gianfranco Zola, parce qu'ils sont de la même génération. Pirlo, même si Pirlo a reculé, mais aussi une génération comme les Insigne. D'accord, Insigne qui est dans le même trip, hein, ce qu'on appelle, ça s'appelle les trequartistas. D'accord. Qui veut dire c'est un espèce de 9,5 en Italie. Trequartistas, ça vient de Baggio. Et il a vraiment influencé beaucoup de joueurs derrière. En tout cas, c'est un honneur de faire cette émission avec toi sur Baggio. Plaisir, et franchement, ça m'a fait… Ça donne du plaisir, quoi. Et si tu devais lui dire quelque chose à Roberto Baggio, qu'est-ce que tu lui dirais? Viens sur Unifoot, ta place est là, viens, je t'interview. Et sache, en France, on est beaucoup de supporters à t'aimer et on t'aime vraiment, Robbie Baggio. Est-ce qu'il comprend le français? Il parle français ou Baggio? Non. Donc tu seras obligé de parler italien. Je vais apprendre l'italien rien que pour lui. On prend un traducteur. En tout cas, merci coach Larrage d'avoir fait cette première séquence. Première story, ouais. Il y en aura d'autres, j'espère. Ah, il y en aura plein. Donc ça sera la surprise, hein. Tu me diras pas là. Je ne te dirai pas, mais moi j'arrive, je veux savoir sur le moment de qui on parle. Pas de souci. Merci Momo. Merci coach. Mon pote. À la prochaine. Et ciao. Je te dis à très bientôt. Merci. Ciao.